Même aujourd'hui, en 2026, dans un contexte géopolitique totalement nouveau, la Russie ne renie pas ses paroles et ses promesses. Nous proclamons publiquement, en principe, que si les Européens le souhaitent, alors nous sommes prêts. Bien sûr, pourquoi pas. N'est-ce pas? Vous ne trouvez pas? S'il reste du gaz provenant des marchés alternatifs, eh bien, tant qu'il y en a beaucoup, tant qu'il en reste, mais les marchés alternatifs sont très voraces, il y a beaucoup de demandes de livraison. Ils ont grandi, n'est-ce pas? Certainement. Bien. Mais compte tenu de l'orientation actuelle de l'ensemble de l'industrie européenne, quel est son objectif? Il s'avère qu'ils produisent, en utilisant le gaz russe, des drones, des armes, des missiles qui viennent jusqu'à nous ici. Où est-ce la logique? Peut-être faudrait-il les priver de tout pour qu'ils ne puissent rien faire. Eh bien, dans le monde, beaucoup d'armes sont produites de toute façon. Elles ne sont pas produites uniquement en Europe. Et les sources d'énergie, en principe, on peut les compter sur les doigts d'une main. Il n'y en a pas tant que ça. C'est donc un processus économique complexe, mais les armes, elles sont produites et continueront de l'être. L'essentiel est de prendre des mesures pour assurer sa propre sécurité. C'est-à-dire que même si nous décidions complètement d'arrêter nous-mêmes de leur fournir notre gaz et notre pétrole, ils trouveraient quand même un moyen d'en acheter. On ne peut évidemment pas exclure cela. Il y a tellement d'entreprises de liquéfaction de gaz sur le continent européen, au Moyen-Orient. Ce processus, ce marché au comptant, il vit comme un organisme vivant. Je tiens à souligner que même pendant la période la plus dramatique de l'histoire de la Russie, lors de la dissolution de l'Union soviétique, la Russie, pas une seconde, pas un seul jour, elle n'a suspendu l'exécution de ses obligations dans le domaine énergétique envers nos partenaires européens. Les rumeurs et soupçons concernant la dépendance excessive de nos partenaires européens à l'égard des ressources énergétiques russes sont en réalité grandement exagérés. Il faudrait s'en réjouir. Je ne comprends même pas ce que cela veut dire. Les Russes vont débarquer avec leur argent pourri et leurs investissements catastrophiques et tout racheter, mais au moins, ça aura du sens. On entend constamment parler d'une sorte de dépendance excessive à l'égard de la Russie, qu'il serait nécessaire de limiter l'accès des ressources énergétiques russes au marché européen. Là où les investissements et la mondialisation viennent chez nous, mais si nous voulons aller quelque part, alors c'est déjà considéré comme une expansion des entreprises russes. Nous devons d'une manière ou d'une autre nous mettre d'accord sur des règles de conduite communes. À ce moment-là, les hommes politiques et la presse américains ont commencé à publier des articles affirmant que la Russie s'incrustait dans le corps de l'économie européenne. Pourquoi donc les Américains s'inquiètent pour le corps européen? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'eux-mêmes ne veulent pas s'en détacher. Ça leur plaît? Le corps, c'est beau. En ce qui concerne les dents qui s'enfoncent quelque part, ExxonMobil s'incruste dans notre économie. Et alors? Là-bas, il y a des dentistes qui ne font qu'aiguiser leurs petites dents, ou Shell, ou BP, et cela ne nous fait pas peur. Vous et moi savons très bien, la grande majorité de nos collègues ici présents le savent également, que, malheureusement, nous sommes très souvent confrontés à des méthodes de concurrence déloyales sur les marchés mondiaux. Ils essaient malgré l'immense besoin en ressources énergétiques, ils tentent, sous toutes sortes de prétextes, et même alors, bien avant la crise ukrainienne, l'Europe s'était engagée sur la voie d'une certaine indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Si vous possédez à la fois la production et le transport, que cela vous plaise ou non, vous monopolisez tout de même le marché. Le gaz entre dans le gazoduc via Nord Stream. Comment sera-t-il ensuite transporté par les tuyaux qui ont été construits à nos frais avec nos partenaires allemands? C'est notre propriété. Pourquoi nous ne pouvons pas y transporter du gaz jusqu'aux consommateurs finaux? Et qui va le transporter? Et à qui appartient le gaz? Et d'où viendra-t-il dans ce tuyau s'il arrive de Sibérie? Qui va percer un trou là-bas et se brancher à ce tuyau? On nous dit, mais au fond, à quoi cela revient-il? Vendez-le à l'entrée de l'Union européenne. Et il y aura un troisième acteur, le propriétaire de ce gaz. Mais si ce troisième acteur achète, il doit bien obtenir une marge, un bénéfice de son activité. Il doit bien gagner de l'argent avec ce business. Donc, tout de suite, le prix va augmenter. De plus, la Commission européenne a alors insisté pour que les nouvelles règles s'appliquent aussi aux anciens contrats. Je dirais même, pour rester poli, qu'il est troublant de donner un effet rétroactif à cette décision. Nous pensons que ce n'est pas correct, et j'irai même plus loin. C'est une décision absolument non civilisée. Ils ont adopté une décision, un document quelconque,
Il doit s'appliquer à toutes les transactions conclues après son adoption. Mais si vous adoptez un document et que vous l'appliquez à tout ce qui a été fait auparavant, comment est-ce possible? Cela ne fait qu'apporter de la confusion et sape la confiance dans la coopération. Mais lorsque, quelques années plus tard à peine, les Américains ont commencé à dicter ouvertement leur volonté à l'Europe, acheter nos produits est très cher, il a fallu s'y résigner. Il s'agit d'une tentative grossière, absolument grossière, d'ingérence dans les affaires européennes. Comment un pays tiers peut-il affirmer si une action est bénéfique ou non pour quelqu'un? Ou, sachant que notre source d'énergie est 25% moins chère, dites non, achetez la nôtre quand même, car nous vous protégeons. Aujourd'hui, en 2026, les États-Unis ont provoqué une crise massive au Moyen-Orient et ont de fait acculer les pays européens. Émeutes près des raffineries de pétrole en Irlande en raison de la flambée des prix. Ceci n'est pas un tableau de messages. Vous pouvez l'utiliser si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais il disait toujours avant... Il faut éliminer la dépendance à un seul fournisseur, sous-entendu la Russie. Maintenant, ils se sont retrouvés dans une dépendance tout simplement incroyable. Vous savez, les Européens essaient de camoufler leurs décisions à courte vue avec une sorte d'approche idéologique, en disant que la Russie est, soi-disant, un fléau, une menace pour toute l'Europe. Et c'est pourquoi il faut prendre des mesures visant à une suppression stratégique, non seulement à une défaite, mais à une suppression totale de la Fédération de Russie. Des tentatives très imprudentes, car il est difficile d'imaginer comment, dans une telle situation, l'Europe pourra à nouveau atteindre ses avantages concurrentiels sur les marchés mondiaux. Ces avantages concurrentiels reposaient sur deux choses. Il s'agissait de l'énergie bon marché venant de Russie et de la sécurité gratuite assurée par les États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. L'Amérique les a privés de la sécurité gratuite, elle a elle-même refusé de la leur fournir. Ils nous ont rejetés, en essayant de camoufler ce rejet par des considérations idéologiques ou supérieures quelconques. Entre guillemets, des considérations supérieures. Mais pourquoi sommes-nous pour eux des suppôts de l'enfer, alors que la Russie et l'Ukraine formaient encore récemment un seul pays, et que nous sommes pour eux des suppôts de l'enfer? Et l'Iran, le Venezuela, à combien de kilomètres des États-Unis se trouvent-ils? Et en fin de compte, la réaction est plutôt modérée, ils ne sont pas du tout considérés comme des suppôts de l'enfer. Eh bien, voyez-vous, la Russie étant un grand pays eurasiatique, nous avons toujours, de par notre taille, notre puissance, fait peur à de nombreux Européens. Il leur a toujours été commode de nous utiliser comme un ennemi imaginaire, afin de régler ainsi certaines affaires, certains processus internes. Dessiner l'image d'un ennemi extérieur, c'est toujours pratique à des fins de politique intérieure. Depuis la nuit des temps, les Britanniques le faisaient, nos éternels amis, les Britanniques, les Polonais, nos éternels amis, ainsi qu'un certain nombre d'autres pays européens, amis de toute l'Europe, les Allemands. Donc oui, c'est vraiment le cas. La dominante historique, c'est que l'histoire évolue en spirale. Voilà, la dominante historique, c'est la position de la Russie, car à leurs yeux, l'Union soviétique n'était pas moins, mais probablement encore plus, un fléau. Mais n'oublions pas une chose, n'est-ce pas? C'est précisément à cette époque qu'a commencé le programme de création de ces fameux itinéraires gazoducs, oléoducs, qui partaient de chez nous vers l'Europe. Tout cela se passait à l'époque de l'Union soviétique, et l'Union soviétique était un ennemi idéologique, un adversaire stratégique. À l'époque, d'ailleurs, il y avait une confrontation interbloc, l'OTAN contre le pacte de Varsovie. Mais néanmoins, l'Europe parvenait à garder une approche pragmatique. C'est alors que les personnes qui prenaient de telles décisions comprenaient parfaitement qu'il ne s'agissait pas de dépendance, mais d'interdépendance. Et rien n'a changé depuis lors. Cette phrase sur la dépendance est une énorme erreur d'un eurofonctionnaire qui a commencé à être imposée dans toutes les capitales européennes par la Commission européenne. Et d'ailleurs, Poutine, dès qu'il est devenu président, l'a répété à plusieurs reprises, il s'agit d'une interdépendance. La Russie est intéressée par la fourniture de ses ressources énergétiques. De ressources vers l'Europe, mais pas moins, l'Europe, de son côté, souhaite assurer de manière constante et stable la satisfaction de ses besoins énergétiques. Cette idée particulière, qui est en réalité absolument et totalement infondée, et d'après laquelle ceux qui achètent notre gaz deviennent dépendants de la Russie. Oui, c'est un argument stupide, absolument sans valeur, un argument stupide qui ne mène à rien. Pourquoi? Parce que
C'est une interdépendance. Qu'est-ce qui protège le mieux en période de tension politique? L'interdépendance économique. Vous pouvez vous disputer autant que vous voulez, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez avoir des contradictions. Mais si vous avez une base mutuellement avantageuse de coopération commerciale, économique et d'investissement, cela couvre tout. Détruite. Oui, c'est déjà la génération actuelle. Ils mentent tout le temps. Ils brouillent les pistes. Hier encore, ils criaient que c'était l'expansion de la Russie de Gazprom qui s'emparait du marché. Oui, qu'est-ce qui les dérange? Comment dire cela? Bon, d'accord. Mais là, ça dépasse vraiment toutes les limites. Il sera très intéressant pour le secrétaire général actuel de se rappeler comment il était il n'y a pas si longtemps. Il est difficile de surestimer l'importance de Nord Stream. L'Agence internationale de l'énergie parle d'un âge d'or du gaz et il y a toutes les raisons à cela. Le gaz naturel est relativement bon marché et beaucoup plus propre que les autres combustibles fossiles. En 2021, l'Europe a connu pour la première fois une flambée des prix du gaz totalement inédite. Et cela aurait dû à lui seul constituer un sérieux signal d'alarme. Il n'est pas nécessaire de rompre les contrats à long terme. Non, nous répétait la Commission européenne, il faut passer à des relations de marché. Le marché régulera tout. Eh bien, voilà le résultat. Plus de 2000 $ pour 1000 mètres cubes. Ce sont des génies. Sous la précédente commission, ils ont instauré le prix du gaz par le marché. Il faut maintenant en assumer les suites. Le résultat est là. On a tenté de les convaincre. Je m'en suis occupé personnellement à Bruxelles. Je leur disais, il ne faut pas faire ça. Non, nous disait-on en pensant que le prix était alors trop élevé. 100 $ pour 1000 mètres cubes. Voilà les prix qu'il y avait. Maintenant, le prix a grimpé à 3000 €. Mais nous leur disions, ne le faites pas, ne faites pas ça. Non, ils ont pratiquement forcé leurs entreprises et nous ont imposé l'indexation sur le marché spot. Ce n'était pas notre exigence, c'est ce qui nous a été imposé par les Européens. Ils ont commencé à spéculer sur l'inquiétude naturelle des habitants de la planète concernant l'état du climat, le changement climatique. Ils ont commencé à promouvoir cet agenda vert, y compris dans le secteur de l'énergie. Tout semble aller bien, mais ce n'est pas le cas lorsque des recommandations non qualifiées, sans aucun fondement, sont données. Des recommandations sur ce qu'il faut faire dans le domaine de l'énergie. Et en 2022, l'Union européenne a commencé à prendre des décisions carrément suicidaires en proclamant un rejet total du pétrole et du gaz russe. Cela montre tout simplement la myopie des dirigeants actuels des pays européens. D'ailleurs, cette myopie n'est pas partagée par tous. Il y a là-bas quelques dirigeants, très peu, qui disent « Les gars, tout ça, il n'y en aura plus jamais. » C'est notre ennemi éternel, ça, on le laisse de côté. Au bout du compte, disent ces personnes, ce ne sont pas les Russes qui comptent pour nous, c'est nous-mêmes. Et pour que nous vivions bien, il nous faut acheter du pétrole et du gaz quelque part. Cela existe en Russie. Pourquoi, a priori? Jugez par vous-même de la possibilité d'avoir un tel partenaire dans les affaires commerciales et économiques. Une approche résolument pragmatique qui, soit dit en passant, correspond à la nôtre. Nous aussi, avec tout le respect que je vous dois, mais le bien-être des Hongrois, les gens, le peuple allemand, le peuple français. D'un point de vue humanitaire, c'est intéressant, mais ce n'est pas aussi important que le bien-être du nôtre. Starmer a déclaré qu'à cause des actions de Poutine et de Trump, il en avait déjà assez. Du fait que donc, les Britanniques voient sans cesse leurs factures d'électricité fluctuer. Est-ce que cela se produit à cause de Trump ou de Poutine? Eh bien, écoutez, oui, en effet, les actions de Poutine et de Trump peuvent effectivement entraîner des fluctuations des factures d'électricité en Grande-Bretagne. Il faut s'y habituer. On ne peut pas porter atteinte aux lois économiques objectives. Tout reviendra comme un boomerang. Ce sont eux qui ont commis ces erreurs eux-mêmes. Et maintenant, ils essaient de couvrir. Excusez-moi, ici, mademoiselle, qu'elle me pardonne. En essayant de couvrir leurs arrières, ils rejettent tout sur la Russie. Mais ce n'est pas nous qui avons imposé des sanctions sur Nord Stream 2. Ils l'ont fait sous la pression des Américains. Et pourquoi font-ils pression alors? Eh bien, parce qu'ils veulent vendre eux-mêmes à un prix exorbitant. Oui, ils disaient eux-mêmes, nous vendons plus cher. Qu'ils achètent parce que nous les protégeons. Eh bien, qu'ils achètent alors, s'ils le veulent. Cela frappe déjà directement les transports, l'industrie européenne, et pèse sur les épaules de millions de consommateurs européens. La population, comme au Moyen-Âge, a commencé à faire des réserves de bois pour l'hiver. Quel rapport avec la Russie? Et ils essaient constamment de rejeter leurs propres erreurs sur quelqu'un d'autre. Ils sont eux-mêmes responsables, je tiens à le souligner encore une fois. C'est le résultat d'une politique énergétique erronée menée pendant de nombreuses années précédentes. Pendant de nombreuses années,
Faut-il essayer d'imposer des restrictions à l'extraction, y compris dans l'Arctique? Faut-il, pour des raisons politiques, freiner l'ouverture de nouvelles routes de transport, y compris Nord Stream 2? C'est à cela qu'il faut réfléchir. Il faut penser aux choses fondamentales et alors nous pourrons éviter des crises brutales. Parmi les scénarios possibles évoqués dès 2019 sur ce qui pourrait se passer dans le monde, il y en avait même un comme celui-ci. Eh bien, supposons que les États-Unis prennent et s'emparent du pétrole vénézuélien et qu'ils augmentent rapidement son arrivée sur les marchés mondiaux. Ils feront tourner leurs usines à plein régime et mettront leur propre pétrole sur le marché mondial. Ou alors, il se passera encore quelque chose. Il s'est passé tant de choses au fil des années. Les infrastructures gazières sont sabotées et attaquées. Nous avons quand même commencé à accompagner nos... Savez-vous quelque chose peut-être à propos des instructions données aux navires militaires? C'est un domaine sensible. Évidemment, ces instructions ne peuvent pas être rendues publiques. Un fait demeure, au cours des derniers mois, nous avons été confrontés à de multiples actes de piraterie internationale visant divers navires commerciaux, mais d'une manière ou d'une autre liés à nos biens. Avec notre marchandise, tout pays a le droit de se défendre et de prendre des mesures pour protéger ses intérêts contre les pirates. La partie russe, naturellement, tente de défendre ses intérêts et continuera de le faire à l'avenir. Le président accorde une grande attention à cette question. C'est un jeu très dangereux, surtout aujourd'hui, alors que la situation sur les marchés mondiaux est déjà extrêmement tendue. Nous voyons ce qui se passe autour de l'OTAN. À votre avis, pouvons-nous être témoins de l'effondrement de l'OTAN? Il ne faut pas sous-estimer la force de cette alliance. Ce serait imprudent et irréfléchi. L'alliance est très puissante. Il est évident que les réalités changeantes du monde moderne obligeront l'alliance à se transformer. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'effondrement de l'alliance, car d'une manière ou d'une autre, la composante européenne continuera de croître. Nous voyons que les États européens, sérieusement effrayés par les actions de Washington, ont déjà pris la décision de renforcer l'un des fondements. L'Union européenne, c'est une politique commune de défense et de sécurité. C'est cette base qui va continuer à se renforcer et à se développer. Et ils vont s'orienter vers la création de leur propre alliance. Une alliance de défense. Est-ce que cela sera en quelque sorte en corrélation avec l'OTAN? Nous verrons bien, mais il est évident que des processus très complexes nous attendent qui, d'une manière ou d'une autre, auront un impact sur le système d'équilibre et de contrepoids en Europe. Et ces processus représenteront pour nous un intérêt vital.